Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacofi. Au programme, le Grand Débat 2025. Et avec moi, Pascal Labigne, président de l'Anacofi Courtage. Bonjour. Bonjour Pascal. David Charlet, président de l'Anacofi. Bonjour. Et Guy Cohen, vice-président de l'Anacofi. Bonjour. Alors, le Grand Débat, c'est toujours un temps fort à l'Anacofi. Oui. Comment se présente le Grand Débat 2025 ? Le Grand Débat est devenu tellement un rendez-vous avec les années qu'il se présente à peu près tous les ans bien, même les années de Covid, donc c'est dit. Ouais. C'est mieux sans le masque, quand même. Comment ? C'est mieux sans le masque. C'est mieux sans le masque, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on devait se passer, quand on avait le droit de le faire, les chats. Non, on a réussi à rassembler les gens qu'on voulait. Alors, on a fait un choix, on aurait pu en discuter habituellement. C'est un rendez-vous où on a des politiques, les représentants des régulateurs, des représentants de l'univers des métiers, de l'accompagnement de nos professionnels. Et c'est le dernier des débats de l'année qu'on fait à travers la France, mais avec donc toujours des politiques. C'était un élément, d'ailleurs, on fait dans ce qui est un de leurs clubs principaux à Paris. Cette année, on a fait l'impasse. Ouais. Voilà, c'est la seule chose. On a fait l'impasse parce que la situation politique nous paraissait suffisamment floue pour que faire venir un politique, il lui fallut en faire venir plusieurs pour réussir à avoir une sorte de débat. Mais à part ça, on aura économistes, professionnels de la conformité avec nous, autorités, AMF, ACPR seront là. Donc ça se dessine plutôt bien. Je n'ai aucune idée du nombre d'inscrits à cette heure où nous parlons. Et cette émission passera après, mais ça se dessine plutôt bien, toujours au même endroit et avec une organisation qui a l'air de satisfaire tout le monde, en tout cas tous ceux qui interviennent et toute l'équipe. Voilà, il se présente avec de vrais sujets. Par contre, on va aborder, comme d'habitude, les sujets qui sont comment va le marché et comment s'organise la régulation, la conformité et les négociations en cours. Voilà, 2 tables rondes seulement, mais ça s'annonce bien. Alors Pascal, sans anticiper, mais en anticipant un peu, parce qu'il faut bien qu'on discute, justement, comment va l'économie ? Quel regard vous posez sur l'économie actuellement ? L'économie est un petit peu bloquée par le politique à l'heure actuelle. Il y a une telle dichotomie entre le politique et ce qui se passe à l'heure actuelle qu'on a des difficultés à avoir une visibilité. Donc cette visibilité touche tous les secteurs. Et effectivement, les gens, alors aussi bien les CGP que leurs clients, se posent beaucoup de questions. Et à l'heure actuelle, il faut être très franc, on n'apporte pas beaucoup de clarté sur ce qu'on peut lire et entendre au niveau politique à l'heure actuelle. Au contraire, ça crée plutôt de la confusion. Et cette confusion, on passe plus de temps à l'heure actuelle à expliquer aux gens ce qu'on peut entendre, ce qu'on connaît, et nous, avec le recul, ce qu'on est capable d'apporter, plutôt que de projeter l'avenir, parce que là, on n'en a aucune idée. On voit qu'on a des avances, et puis le lendemain, c'est complètement le contraire. Donc, on y va sur la pointe des pieds, pour être très clair. Guy, c'est ça, oui, dire à ses clients, on ne sait pas. Non, c'est simple. C'est complexe parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont attentifs d'attendre et de ne pas savoir. Et on est quand même sur des marchés qui sont assez hauts pour certains, et donc il faut être prudent. Oui, c'est une situation comme on n'en a pas souvent vu. Alors, on avait déjà vu le côté extérieur et instabilité politique, mais une instabilité qui dure aussi longtemps. C'est quand même quelque chose. Alors, ceci dit, beaucoup disent « oui, mais les Belges ont fait avec pendant plus longtemps que nous ». C'est pas faux. Ceci dit, vous voyez que les Belges ont aussi certains mouvements chez eux. Ça commence un peu à déraper. Il y a un moment, l'instabilité, c'est ce que déteste l'économie, quoi. Donc là, ça commence à faire un peu long, surtout dans le monde, l'univers exogène qui s'impose à nous. Ça commence à être un peu dur. Évidemment, bien sûr, expliquer à un client ce qu'il faut faire, encore faut-il en être sûr nous-mêmes. Alors, il y a des choses dont on est sûr, mais du coup, ça se concentre sur quelques éléments. Est-ce que ça va pas potentiellement créer des bulles ? Mais là, on a une économie qui va pas bien. On nous dit que la croissance sera meilleure en France que dans le reste de l'Europe. Enfin, de quoi on parle ? De moins d'1%. Enfin, vous rigolez. Enfin, il n'y a pas de croissance et on dit on est mieux que chez les autres. Enfin, on est mieux que chez les autres autour de nous, mais c'est nul. Voilà. Ouais. C'est même catastrophique. Je reviens là pour vous dire, je suis allé au Portugal rencontrer nos collègues portugais et je suis allé en Espagne, à Madrid, rencontrer nos collègues espagnols. Et je veux dire, tous ont une chose. Alors, ils ont une envie par rapport à nous, c'est qu'eux, ils sont libérés, ils avancent, ils sont en train d'avancer beaucoup plus vite que nous.
Et ils nous regardent en disant « c'est un peu le bazar chez vous », mais avec un petit sourire dans le coin, en disant « j'ai l'impression que… » Et quelque part, ils sont en train de dire « on est en train de vous rattraper. Je pense que ça va aller un peu plus vite. » Et on s'aperçoit qu'il y a une telle volonté de réussir dans ces pays, alors que nous, on est complètement passéistes parce qu'on n'avance plus, qu'on est bloqué. On se pose vraiment des questions. Et j'avais emmené mon vice-président là-bas qui me dit « mais je me demande si l'avenir est en France. Peut-être qu'il faut commencer à regarder ailleurs. » C'est important comme démarche. Poser des questions quand même. Oui. Alors ça, pour nos métiers, c'est une des faiblesses de nos métiers, c'est qu'on a créé parmi les plus jolies entreprises de nos activités à travers de toute l'Union européenne et qu'on n'avait pas su sortir. Alors si le fait que nos entreprises françaises dans nos métiers, voyant qu'ailleurs la croissance est meilleure, se mettent enfin à aller créer des filiales et des excroissances de leurs propres activités en dehors, ben écoutez, ça aurait au moins servi à ça. Mais ça veut dire que quelque chose de négatif aura provoqué la croissance de nos entreprises françaises hors la France. Voilà, c'est pas forcément la meilleure raison de le faire. Mais après tout, nous sommes des entreprises, nous représentons des entreprises, et il faut qu'elles aient une croissance à défaut du pays. Alors, ce qui se dit aussi, c'est que dans le contexte actuel, les gens un peu anxieux repoussent des investissements et du coup, ils épargnent énormément. Ah oui. Et du coup, comment va l'épargne? Parce qu'elle devrait aller bien, du coup. Écoutez, l'épargne va bien. Si j'entends, puisque j'étais avec le responsable, par exemple, d'un gros groupe qui travaille au Luxembourg, qui dit qu'ils n'ont jamais fait autant, qu'ils n'ont jamais travaillé autant. Je parle du Luxembourg. Tout le monde cherche à aller mettre son argent un peu ailleurs. Et puis là, quand vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, sur le PER, on va dire on va le taxer, on va le faire. Les gens, je n'ai jamais eu autant. Là, les gens commencent à se poser la question juste maintenant en disant on va faire quelque chose. Parce que jusque-là, ils avaient peur. Et je veux dire, on bloque tout, alors qu'au Luxembourg, ils sont ravis. Vous voyez, plus j'ai fait une étude dessus, et plus de 65% des fonds qui sont au Luxembourg viennent de France. Pose question quand même. Alors qu'on prend les 5 pays européens autour. Donc effectivement, eux, ils sont ravis. Et c'est une des vraies questions. Et même, on dit que les Luxembourgeois, les banques françaises regardent en disant si vraiment ça va mal, peut-être que nous aussi, on va se poser sur le Luxembourg. Oui, dès qu'on a eu quelques crises que ce soit, le taux d'épargne monte, en tout cas en France. Ouais. Il y a des pays dans lesquels l'épargne baisse parce que le besoin... En fait, quand on regarde le niveau de vie des Français, ils se plaignent. Paradoxalement, ce qui a explosé à la figure de notre président, les crises de ces quelques moments de son mandat autour du niveau de vie, ce qui était très moche pour lui, c'était que en fait, les courbes avaient jamais autant eu de croissance en termes de niveau de vie des Français qui progressaient. Mais dès qu'on a... Donc en fait, dans une autre situation, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait eu une crise, on aurait tapé dans ce qu'on gagne pour réussir à vivre. Parce que les Français, en fait, n'ont pas eu à faire, parce que leur niveau de vie réel, il progressait, n'en déplaise à leur impression, excepté que le logement coûtait plus cher et autres. Mais, voilà. Donc, notre réflexe français en période de crise, c'est d'augmenter le taux d'épargne. Mais il y a un autre déclencheur d'augmentation du taux d'épargne qui est historique. C'est juste quand on ne sait pas très bien ce qui va se passer et quoi faire de son argent. Simplement, ce que ça fait, c'est qu'on ne le place plus forcément au même endroit. On va le laisser en liquide. Regardez ces poches de liquide qui sont constituées déjà un peu avant Covid et qui étaient montées après. De l'or. Voilà. Donc, alors après, c'est les types de supports qu'on va aussi choisir, type l'or ou autre. Mais oui, on a. Mais regardez les Allemands. Hein, quand vous regardez les taux d'épargne des Allemands, c'est pas spécifique aux Français. C'est spécifique à beaucoup de pays dans lesquels les gens ont finalement des niveaux de salaire qui sont raisonnables, dans des grandes économies où il y a des supports d'épargne nombreux accessibles. Ce qui n'est pas aussi toujours le cas partout. Mais c'est aussi le fait de l'inquiétude des gens. Parce qu'en fait, cet argent qui est épargné ne circule plus dans l'économie. Et l'inquiétude fait que les gens se replient sur eux-mêmes. Et je veux dire, en se disant, si jamais il se passe quelque chose derrière, j'aurai un petit matelas. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire bouger l'économie, qui va relancer l'économie. Ça, c'est un problème aussi. On n'a pas retrouvé le moyen de faire recirculer cet argent. Et ça, c'est pourtant notre boulot. Vous évoquiez l'or. Alors, on pourrait évoquer aussi bien d'autres classes d'actifs. On parle beaucoup de crypto. On parle toujours de l'immobilier, la bourse. On évoque même une bulia. Comment se portent ces différentes classes d'actifs actuellement? L'or, je pense que l'or, ça a doublé en 2 ans. Là, il a un petit peu baissé. Hein, elle est très, très haut. Elle est très, très haut. D'après ce que
l'on pense, c'est que là, tout le monde veut aller sur l'or. C'est pas très bon signe quand tout le monde veut aller sur l'or, c'est qu'il n'y a plus personne pour... Il y a un gros défaut de confiance, ouais. Ah, non, mais surtout, c'est que ça va sans doute échauder les gens, parce que les gens qui rentrent à ces niveaux-là Ouais. espèrent avoir doublé de nouveau tous les deux. Je pense que là, on va avoir une correction sur l'or. Oui, alors la question, c'est de savoir quand on l'aura. Hein. C'est-à-dire que l'or, c'est toujours la valeur refuge. Alors, on nous a toujours expliqué qu'elle n'avait plus vraiment de sens à l'être. Ça fait très longtemps qu'on nous le dit, mais en fait, tout ce qu'on peut raconter, l'or ne diminue jamais en volume parce que l'or, ça se perd pas. Donc, ça ne devrait pas monter à des niveaux incroyables, sauf que vous, à chaque fois qu'on a eu une crise, l'or est monté. Hein. C'est juste une question de moment, combien de temps ça met à prendre. Une fois que ça a pris, ça a monté. Aujourd'hui, on est des niveaux d'once. Enfin, je sais pas, les gens se rendent compte qu'on est en train de parler de 30 grammes pour plusieurs dizaines, des fois de milliers d'euros. Enfin, ça devient complètement dingue. Mais oui, à un moment, il y aura une correction, sauf que cette correction n'arrivera que dès lors que les gens penseront que certaines crises sont arrêtées. Et là, pour le coup, pour avoir de tels niveaux, c'est pas spécialement français, c'est mondial. Donc ça veut dire que l'impression dans le monde, elle est d'une crise qui nécessite l'achat d'une valeur refuge. Et alors là, pour le coup, on sort totalement de notre situation franco-française. On est juste à l'intérieur du monde. Voilà, c'est tout. Sur la crypto, c'est un autre sujet, c'est que la crypto se développe. En général, les politiques ont accepté la crypto dans la plupart des pays. Ce sont les régulateurs qui, en général, n'aiment pas la crypto. Donc, les régulateurs sortent les aérofreins quand le politique dit « bon, bah, allons-y, de toute façon, on n'a pas le choix ». Et quand les clients se sont mis à s'habituer à l'idée, 50% des moins de 35 ans disent être prêts à investir dans la crypto, l'ont fait ou l'ont pas fait, mais disent être ouverts à le faire, ce qui donc fait des populations qui commencent à avoir de l'argent. On voit que chez les plus riches, dans beaucoup de pays, ils s'y mettent. On voit qu'on nous parle de monnaie numérique continentale. Alors évidemment, est-ce que c'est vraiment une crypto? Quand on regarde le projet euro numérique, pas vraiment une crypto. Enfin, c'est digital, mais je veux dire, dans ce cas-là, notre monnaie est déjà scripturale. Donc, du coup, oui, bien sûr qu'on va avoir des bulles IA ou sur de la tech, on en a déjà vu 50 fois. Hein. Simplement, vous mettez 10 € sur quelque chose, vous êtes le grand gagnant, et puis si vous avez mis sur celui d'à côté, vous serez le perdant. Ça, c'est le principe de tout ce genre d'investissement. On le connaît depuis les premières crises Internet et même avant sur d'autres supports. Voilà. Donc, bulle, oui, forcément, parce que les gens cherchent où gagner de l'argent, où placer leur argent efficacement, eux ou les fonds ou les gestionnaires de fonds qui gèrent leur argent pour eux. Mais il y aura forcément mécaniquement des bulles, soit sur une classe d'actifs, soit sur des entreprises spécifiques. Voilà, ça c'est clair. Et l'immobilier dans tout ça? Et l'immobilier dans tout ça, alors là, nous, Français, on n'est pas bons. Voilà, donc là, je pense qu'on vous aura eu une table sur l'immobilier dans une de nos autres émissions, mais sur l'immobilier, nous, Français, on se tire des balles dans le pied tous les jours. Donc c'est une classe d'actifs qui va être compliquée. Comme tout, toujours des opérations à faire, 35 000 communes, plein de marchés, sous-marchés, donc il y a bien des choses à faire, mais sur l'immobilier, on s'est fait mal tout seul, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Mais aujourd'hui, on a une crise de l'immobilier dont on ne sort pas. On a une véritable crise et puis on a un vrai problème. J'ai vu un sondage qui est apparu ce matin, qui a été fait par un gros groupe, Eodoxia, je crois, où on parle qu'il y a 2 87 000 personnes qui cherchent un logement social. Il y en a 1 sur 7 qui est à l'heure actuelle pourvu. Je veux dire, c'est assez catastrophique. Et quand vous faites le bilan, vous apercevez qu'il y a à peu près 75% des gens qui disent que les maires n'ont pas favorisé l'entrée par rapport à ça. Et le plus étonnant là-dedans, c'est qu'on vient vous dire qu'il y a 52% des gens qui disent qu'on est favorable aux expulsions, parce qu'ils ne doivent pas rester ceux qui ne payent pas. Et il y a 52% des gens qui vous disent que l'investissement locatif, c'était quelque chose qui aidait. Et on a tué tout ce qui pouvait aider.
Donc on se pose vraiment des questions et l'immobilier est vraiment le parent pauvre à l'heure actuelle. On va aller beaucoup plus loin parce qu'on va en discuter sur une autre table, mais véritablement il y a un problème et je pense qu'on a tout loupé en France à ce niveau-là. Ouais. C'est une des raisons que c'est passé parce que c'était quand même vecteur d'économie, c'était vecteur de travail, c'était vecteur d'imposition parce que toutes les communes ont perdu énormément depuis qu'il n'y a plus d'immobilier et on s'aperçoit qu'on est sous-coté. On a loupé une étape. Ce qui est à peu près fou dans notre économie française et en partie européenne, mais sur l'immobilier c'est encore plus vrai côté français, c'est qu'on a fait mal à des entreprises qui étaient nationalement inamovibles. Voilà. C'est que vous aviez, c'est un des domaines, et c'est pas le seul, dans lequel vous aviez des entreprises génératrices de revenus, de bénéfices, donc d'impôts. Et là, on leur a fait mal. C'est pas forcément que notre gouvernement, ça peut être des décisions européennes, ça peut être... mais c'est ça, c'est incroyable. Et parfois, pour les moins malhonnêtes intellectuellement dans ces réflexions, en disant mais c'est pas grave puisqu'une nouvelle économie remplacera. Mais dans combien de temps ? Je me souviens de l'Angleterre qui avait fait ça sur les métiers de la finance, en disant on sait très bien qu'on tue un certain nombre de dizaines de milliers d'entreprises dans la finance, mais c'est pas grave, dans 10 ans, elles seront remplacées. Et le problème qu'ils ont eu, c'est qu'elle n'a pas été. Donc ils sont restés une puissance financière, mais plus du tout à la hauteur de ce qu'ils étaient. C'est faux. Voilà. Et on fait la même chose, mais nous, sur plusieurs métiers, en France, en Europe, mais nous, en France, spécifiquement, en prenant l'immobilier, on a fait ça. C'est assez fou quand on y réfléchit. On vient d'évoquer l'épargne, les placements. Lors de votre grand débat, vous allez aussi forcément parler réglementation. David, est-ce que vous pourriez nous dire comment évolue d'abord cette réglementation au niveau européen ? On a une grande bataille autour de tout ce qui concerne nos métiers avec un grand texte qui s'appelle Retail Investment Strategy, qui est un grand projet qui semblait paralysé mais qui s'est débloqué beaucoup grâce aux Danois, il faut le dire, dont on n'attendait pas grand-chose mais qui finalement se sont passionnés pour ça. Donc ils ont fait avancer le texte. On va donc, on peut supposer que ce texte arrivera au bout sous la présidence suivante. Il est accompagné maintenant de 2 ou 3 autres textes qui sont dedans ou l'entourent, puisqu'en fait c'est un texte dit omnibus. Donc il donne l'ordre de corriger plusieurs autres textes, mais il se trouve qu'il y a aussi des textes autour qui tournent, dont un qui est sur le Simplification Act, donc l'idée de simplifier la manière de faire de la réglementation autour de la finance et du financement des entreprises, et un autre qui est le SIU, qui est le Saving Investment Union. Donc là, c'est de faire quelque chose de simple pour l'épargne au service des entreprises. Voilà. Et puis, dans tout ça, de corriger les règles autour de l'ESG. Et donc, les négociations en cours nous amènent à un peu de value for money. Ça va donc réduire ce que nous pouvons les uns et les autres gagner et le nombre des produits disponibles. C'est ça l'objectif bruxellois. C'est pas très bon signe pour l'économie en elle-même, mais nous dit-on c'est bon pour le consommateur, en oubliant que le consommateur est souvent l'employé de l'économie. Enfin bon, c'est pas très grave. Oublier de gagner, on a moins taxé, mais enfin on s'en rend compte souvent tard. Parce que les autres ne font pas cette erreur. Hein. Les Nord-Américains font bien des fonds pas chers, mais parce qu'ils sont accompagnés d'intermédiation et de conseils. C'est-à-dire que je rappelle qu'en Amérique du Nord, un conseiller, c'est 5% en moyenne. Et ça vend bien des ETF, on est d'accord. Mais chez nous, on ne peut pas faire la même chose que le droit qu'ils ont. Donc c'est juste moins d'argent gagné par les professionnels. Et donc leurs salariés, qui sont des consommateurs. Donc on a ça, on a sur l'ESG, paradoxalement, des travaux où on démontrait une partie de tout ce qui a été fait en matière d'ESG. C'est-à-dire que, je rappelle que l'idée, c'était en 2035, 80% des entreprises devaient être tenues à des règles RSE. Et là, on nous dit, peut-être qu'en fait, en 2035, ce sera 80% seront interdites d'être tenues à. On aimerait bien voir la réponse, parce que vous voyez que ça change beaucoup de choses. Et notamment toutes celles qui concourent à la finance et au financement des entreprises. On a donc des débats comme ça, qui nous concernent. Et évidemment, celui qui intéressait beaucoup les professionnels, c'était aura-t-on encore le droit à des commissions, à un modèle libre de facturation aux clients et de gain de nos vies? La réponse est oui, sous conditions. Et c'est ces conditions qui sont en train d'être négociées. Mais oui, on devrait l'avoir, d'autant que le truc s'est inversé. C'est-à-dire que c'est maintenant les Hollandais qui demandent un droit dérogatoire pour pouvoir eux-mêmes interdire chez eux. Donc on a inversé
la négociation sur ce point-là. Il ne faut pas s'attendre quand même à ce que ce ne soit pas sans conditions imposées aux entreprises. Et évidemment, cette value for money qui semble s'installer un peu partout et qui amène à réanalyser les produits proposés chaque année au regard de leur efficacité et de leur coût, et de supprimer les plus chers ou les moins efficients. Si vous réfléchissez à ce que ça donne, année après année, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de facturables, donc de moins en moins de chiffre d'affaires. Et il faudra faire avec ça. Ça, c'est Bruxelles. Mais et puis, point central qu'il change dans les mécaniques, c'est de dire faire une simplification des règles. Ça voudrait dire que quand l'Europe décide quelque chose, on interdirait aux États de faire du dérogatoire. Et ça, on ne sait pas où ça nous emmène. C'est très intéressant, c'est probablement un élément de simplification de la construction, mais on ne sait pas où ça nous emmène. Il y en a quelques-uns ont levé le doigt en disant « Oui, mais moi, j'interdis des produits sur mon marché parce que je les trouve dangereux. » Ces quelques-uns pouvant tout à fait être d'une autorité française. Et s'il n'est plus possible de faire autrement que ce que dit le droit européen et qu'on l'écrit plus clairement, les Hollandais disant finalement « Non, pardon, mais est-ce qu'on va me laisser continuer à interdire les rétrocessions, ou alors est-ce qu'on va m'obliger à les rouvrir ?» Vous voyez, ça... Changement de logique. Voilà. On a parlé de Bruxelles, Pascal. On revient en France. Est-ce que là aussi, la régulation, j'imagine, évolue, et dans quel sens ? Alors, on parlait de la régulation tout à l'heure et vous parliez des crypto-monnaies. Le régulateur n'aime pas ce qu'il ne maîtrise pas complètement. Ça, c'est une clarté à toute épreuve. Mais quand il maîtrise, on ne peut pas dire qu'il a une ouverture. On voit sur l'immobilier où il n'a pas véritablement ouvert. Par contre, on s'aperçoit que depuis que nous sommes agréés, que nous sommes une association agréée, on a un échange avec la CPR. Et c'est très bénéfique puisqu'en fait, avant, la CPR qui ne fait pas de doctrine, mais en fait qui écrit quand même de la doctrine et qui nous l'impose de manière détournée, nous obligeait à passer par des fourches codines, mais sans véritablement explication et sans avoir le droit de les citer, ce qui est quand même un comble. Mais on se trouve maintenant dans cette situation où on arrive à avoir un échange, on arrive à discuter et on a au moins une façon commune de pouvoir essayer d'avancer et on se fait un peu écouter en disant tout n'est pas si simple que ça, il y a des choses qui devraient évoluer. Là, c'est assez rigolo, on a vu tout dernièrement, ça fait 4 ans qu'on se bat, par exemple sur les 40 heures obligatoires, quand quelqu'un change un IOBSP qui veut s'installer ailleurs, il est obligé de refaire 40 heures. On vient d'apprendre que la DGT Trésor a donné l'information à l'ORIAS que ça allait être supprimé. Mais ce qui est rigolo, c'est que nous, on passe avant l'ORIAS. Et nous, on n'a toujours pas l'information de manière officielle. Vous voyez, alors qu'on a été consulté. On a été consulté avant. Et tout ça, ça fait fonctionner que les choses se mettent en place, mais ne sont pas complètement encore huilées. Par contre, effectivement, nous, ça nous demande un travail énorme par rapport à ça. Et ça nous demande d'être au niveau. Et la chose importante là-dedans, c'est qu'on fait monter les gens en compétences. Et la compétence vis-à-vis de tout ce qui se passe autour, vis-à-vis du consommateur, c'est très important. Et je veux dire, là, on a un vrai rôle et on y tient et on le tient. La NACOFI, c'est 8000 entreprises. Au niveau du courtage, c'est quand même pas neutre. C'est 31% des IOBSP, 18% de tous les IAS, en sachant que si on parle sur l'assurance vie, on est largement dans les premiers. Donc c'est une chose importante. Et on s'y attache avec cœur. C'est pas toujours facile. Si je comprends bien, le régulateur évolue dans sa façon de faire. Est-ce que du coup, il s'ouvre ? Il s'ouvre. Et du coup, est-ce que c'est ressenti, ça ? Est-ce qu'il est perçu différemment ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est nous l'interface avec nos membres. Alors, on a quand même cette double casquette où, en fait, on est d'un côté, on aide nos membres, et de l'autre côté, on les oblige à passer aussi pour être... donc, on arrive à jouer les deux tableaux, mais le fait d'avoir au moins une écoute en disant... Il y a des choses qui paraissent aberrantes, de faire par exemple quelqu'un qui vend de l'automobile et qui vend uniquement une assurance automobile qui fasse 15 heures tous les ans par exemple. Ça paraît des choses aberrantes. Alors quand on applique tout au pied de la lettre, ça peut pas fonctionner. Il y a des choses, mais c'est un décret. Et on peut pas changer la loi comme ça. Donc il y a des choses évolutives et on revient, ça va peut-être bouger, ça va peut-être là, mais au moins il y a une écoute. Ce qui est important. C'est important de ça. Nous sommes le seul pays de toute l'Union européenne dans lequel on a un schéma, mondialement on appellerait de co-régulation. On n'a pas le droit de dire de co-régulation en France parce que les régulateurs ne veulent pas qu'on dise qu'on est leur co-régulateur. Mais si on compare notre schéma d'organisation de la régulation française à ce qui se fait dans le monde, on est le seul pays de l'Union européenne dans lequel on a un schéma de co-régulation, alors qu'en Amérique du Nord c'est courant.
Ce schéma-là, il permet un amortisseur ou une interface entre les régulateurs ou superviseurs, quel que soit leur titre ou leur nom officiel, et les professionnels. Et ce que l'on voit, c'est que quand ils évoluent, nous, on peut adapter un peu le message vers les professionnels, l'accompagner et interagir avec eux. Avec l'AMF, on interagit depuis des années. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une équipe qui ne se braque pas. Parce que dans un schéma de co-régulation, le patron, c'est le régulateur central. S'il a envie de nous voir à un moment comme une milice, il le peut. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. On aura un pouvoir de discussion, mais il le peut. Ce n'est pas censé être le schéma. Et on voit que les régulateurs et superviseurs, la CPR est un superviseur, l'AMF est un régulateur, sont dans une logique aujourd'hui de contrôle différente d'avant. Ça, il faut qu'on le perçoive. Et c'est nos associations qui peuvent, un, le percevoir, deux, aller le discuter avec eux. Ça ne changera pas le fait que par leur commission des sanctions, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. On voit qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'aller taper dans l'intérieur de ce qu'ils considèrent comme étant un réseau. Donc, ils vont, celui qui est en haut du réseau, qui a un produit à distribuer ou un grossiste, par exemple, ils ne le contrôlent plus de la même manière. Ils viennent vérifier qu'il a bien surveillé ceux qui distribuent en bas, même si juridiquement sont les entreprises indépendantes. C'est assez nouveau, ce genre de choses. L'AMF vient de mettre plusieurs sanctions sur cette thématique-là. C'est très nouveau. Et ça, nous, on le perçoit. On peut l'expliquer à nos membres. On peut dire, faites attention. On peut rassembler ces réseaux aussi quand ce sont des grossistes, puisqu'ils sont dans nos membres, par exemple. Et ça, c'est ce que le système français permet. Et oui, il y a des évolutions dans la manière de réguler et de contrôler des régulateurs. On a parlé de réglementation au niveau européen, français. Côté tribunaux, est-ce que certaines jurisprudences récentes doivent retenir l'attention ? Alors, c'est sur les tribunaux, je crois que toi, tu avais quelque chose. Moi, sur les tribunaux, juste sur un truc, sur un chiffre très récent, ça confirme ce que je viens de vous dire sur les régulateurs. C'est-à-dire que les régulateurs commencent, d'une certaine manière, à aller regarder la qualité sur le fond du dossier. Est-ce que des choses ont été faites ? Oui, mais maintenant, un peu plus sur le fond. Il y a une jurisprudence de cour de casse qui est très claire. Sur un CIF, là, on est sur de la prestation de CIF. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais on voit bien qu'il y a une évolution. Après, je crois que chez toi, Pascal, t'en as un peu plus. Oui, il y en a un peu plus. On a eu une décision là, qui est toute récente, où en fait, sur les prêts en francs suisses qui ont été faits, qui étaient des prêts toxiques, il y a eu 2 ou 3 décisions de cassation qui avaient toujours donné, in fine, raison à la banque. Et la dernière décision a donné, en fait, raison à la cliente qui s'est posée. Et tout est revenu, en fait, sur le défaut de conseil et d'explication du produit. Et en fait, à partir du moment où on n'apporte pas une explication claire, cohérente et haute, alors c'est pas pour ça qu'ils ont obtenu le déchéance des intérêts et toute la totalité, mais c'est la première fois qu'on dit aux clients, effectivement, vous n'étiez pas en mesure de comprendre l'intégralité du produit. Et cette jurisprudence-là va faire très mal parce qu'elle va commencer à s'appliquer sur la totalité des opérations. Et je veux dire, c'est un pas très important. Et d'ailleurs, il y a une association qui s'est créée après cela qui commence à chercher. Mais c'est la première fois où, en fait, les tribunaux sont en train d'infléchir ce qui s'est passé. Parce qu'on a quand même un gros problème en France, c'est que l'institution bancaire est tellement puissante qu'elle a emporté pratiquement tout. Et là, non, effectivement, le défaut de conseil, le défaut d'explication devient là. Et nous, on le rabâche tous les jours à nos membres, et ça fait partie de ce qu'on fait, des formations qu'on peut aussi faire, c'est de dire, faites attention, l'adéquation de ce que vous faites avec ce que vous proposez, comment vous l'expliquez, de quelle manière vous l'expliquez, ça va devenir très important. Je veux dire, ça, c'est une démarche et c'est véritablement le rôle du conseil qu'on devrait avoir et qu'on doit avoir. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer puisque c'est même la consécration de votre raison d'être. Tout à fait. Oui, je veux dire, si on fait partie des métiers qui ne sont pas en crise, c'est que les gens en avaient besoin. Ouais. Une chose que je redis toujours sur nos métiers, nous ne sommes non obligatoires. Nous sommes non obligatoires. Donc la part de marché, quand on dit un jour vous disparaîtrez, écoutez, 70% des Français passent par un agent immobilier, la loi ne n'y oblige pas. 15% de l'épargne en assurance passe par des métiers comme nous, non obligatoires. Ils pourraient se contenter des réseaux de la compagnie et de ses agents généraux, qui font aussi du conseil. Donc les gens ont envie de venir. 10 à 15% de la finance, on est non obligatoire. Donc c'est que les gens ressentent ce besoin. Attention,
je le dis, hors l'immobilier, on n'est pas à 50%. Sur certains aspects du crédit, on atteint 50%. Ça veut dire que sur ces domaines précis du crédit, les gens ont envie d'être accompagnés. Parce que ce sera avec plus ou moins d'outils digitaux, c'est un autre débat, mais ils ont besoin de ça, ils ont envie de ça. Faut jamais oublier cette donnée-là. Il y a une partie de la population qui nous veut. Donc on est là. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est que là, en revenant du Portugal et de l'Espagne, on s'aperçoit qu'en fait, les banques, on s'est assis avec là, les banques sont venues nous trouver, s'asseoir à côté de nous en disant on est prêt à vous accueillir. Alors qu'en France, le banquier a presque une aversion vers le courtier, alors que là-bas, pratiquement toutes les opérations, je parle de crédit à la consommation au Portugal, se fait par l'intermédiaire d'un courtier. Et c'est le banquier qui dit « Allez-y, vous m'apportez le dossier, vous le faites ». C'est une démarche complètement différente et qu'on aimerait bien pousser un petit peu chez nous. Là, le rôle du courtier est véritablement important. Alors Guy, on parle du rôle du professionnel. Justement, des admissions, vous en voyez passer un certain nombre. Oui. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans le profil des professionnels? Oui, d'abord, oui, les entretiens sont obligatoires pour devenir CIF. C'est-à-dire que le CGP, comme tout le monde le sait, c'est plusieurs statuts. Alors, très curieusement, il n'y a pas d'entretien pour les courtiers en assurance et en IOBSP, c'est pas d'entretien. Mais pour les CIF, il y a un entretien obligatoire, même si vous êtes déjà CIF et que vous changez de structure. Et dans cet entretien, ça nous permet de voir un peu le métier, de parler avec les courtiers, de parler surtout avec les nouveaux conseils en gestion de patrimoine. Et il y a des jeunes, c'est une population qui est quand même diverse. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est quand on les a en entretien, on leur pose la question de savoir à quel type de population ils espèrent s'adresser, quel type de produits ils vont vendre. En fait, c'est par là que ça vient, en nous expliquant les produits qu'ils vont vendre, qu'ils connaissent bien, parce qu'on leur demande et ils nous expliquent que, eux, c'est plutôt une population de jeunes. Alors, les jeunes sont devenus beaucoup plus transparents. Ils aiment les ETF, ils aiment même les produits structurés, ils aiment la crypto, ce qui n'ont pas le droit, mais enfin dans les ETF, ils peuvent le faire. Et ça, c'est très différent. Et puis vous avez le conseiller en gestion de patrimoine à l'ancienne, qu'on a connu à nos débuts, qui s'adresse à une population plus ancienne, où on discute plus. Et c'est quelque chose ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle est déjà arrivée un peu dans nos métiers chez les jeunes. On voit qu'ils utilisent ça très souvent pour aller plus vite. Il y a des grands changements qui sont faits là-dedans. Et David, Pascal, il y a un grand changement, on disait, par rapport à CGP à l'ancienne, entre guillemets, qui était plus là pour aider à préparer la retraite, à faire un peu de déficit, etc. Ça reste le profil dominant un peu? Alors, oui et non. Le CGP, quand il est né sur essentiellement les professions libérales, les petits patrons, mais pas tous, des cadres supérieurs à l'intérieur de quelques groupes, des hauts fonctionnaires. Enfin, on était sur un profil mais essentiellement profession libérale, deux trucs, bons allocateurs boursiers, alors que la bourse n'était pas du tout quelque chose de dominant, et défiscalisateurs. On avait des gens dont on disait le CGP, c'est le type qui fait de la défiscalisation et puis qui sait faire un peu d'allocation d'actifs. Voilà, c'était ça. Ça, c'était il y a 25 ans. Petit à petit, on est allé vers plus de conseils, plus de juridique, plus de transversalité. On n'a jamais été aussi bien formé sur la finance, alors qu'en fait, on fait moins les allocations nous-mêmes, parce qu'on a des outils, parce qu'on a des prestataires dans l'univers de la gestion de patrimoine. Et même d'ailleurs, quand on regarde les conseils en finance d'entreprise que Florent Geek chez nous représente, on voit que leurs métiers aussi ont évolué. 25 ans, c'est long. Donc, ce qu'a réussi à faire l'univers de la gestion de patrimoine, c'est à manger le courtage d'assurance vie, qui a nécessité de plus en plus de
qualitatif et de transversalité. Et aujourd'hui, le nombre des CGP est à peu près équivalent au nombre des courtiers en assurance vie à activité principale assurance vie. Voilà. Et du coup, on a ramassé aussi des clients qui arrivaient du bancaire parce que l'IOB est né. Après, 50% de certains crédits qui à un moment ont été faits par des IOB, donc c'est faire ça. Puis on oublie une chose, les IOB pourraient aussi proposer de la carte bancaire si on veut. Enfin voilà. Donc ça s'est installé. Résultat, on s'est ouvert vers le family office. Quand on dit un family office, c'est un super CGP si vous voulez, vous prenez comme vous voulez. C'est un CGP, il a les mêmes agréments que d'autres CGP. Il a juste rajouté quelques services en plus et puis il veut faire quelque chose de haut de gamme. Et puis on a vu des CGP descendre avec les outils qu'ils ont, descendre leurs compétences vers des publics qui sont juste monsieur, madame, tout le monde, qui fait de l'épargne. Peut-être moins d'ailleurs de défiscalisation, mais qui en fait était avant, s'il était le client d'un indépendant, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre à indépendant, puisqu'en finance ça a des conséquences, du courtier. En fait, du courtier qui était à côté de chez vous, vous alliez parce que vous vouliez être sûr qu'il vous proposait, il avait plusieurs produits d'assurance à votre disposition, même si votre assurance n'était pas sur un gros volume. Voilà, ça c'est très nouveau. Il est plus jeune. Le vieux CGP avec sa plume sur son velin, parce que c'est un peu l'image qu'on nous renvoyait, il n'a jamais existé en fait. Il n'a juste jamais existé, ou alors il y a très longtemps. C'est un des métiers qui s'est le plus vite adapté à toute la tech qui a pu sortir de son époque. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation où le patron d'un cabinet indépendant, il a 49 ans, et le patron d'un cabinet qui est à l'intérieur d'un groupement, il a 45 ans. Ce qui est très jeune quand on sait que la plupart des chefs d'entreprise en France créent en étant cadras. Hein, donc, en gros, notre moyenne d'âge, elle est dans la fourchette de création des entreprises de France. C'est pas des 50, 60, 70, sauf qu'il y en a. Donc voilà. Donc c'est plus du tout le même public qui va avec nous et c'est plus du tout les mêmes entreprises. Et comme le disait Guy, on en voit arriver beaucoup qui sont des utilisateurs d'IA, qui sont très tech et c'est tout ce qu'on veut. Bien sûr, mais c'est l'air du temps. Ils ont l'âge qu'ils ont. Ils sont dans leur époque. Oui, tout à Alors, fait. Ils sont de plus en plus formés. On se passionne, mais on vient de dépasser les 35 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être, pour finir, vous évoquiez, David, l'IA. Est-ce que chacun d'entre vous pourriez nous dire un petit mot sur l'incidence de l'IA pour vos professions ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça fait peur ? Au contraire, ça facilite le travail ? Moi, je pense qu'il faut le prendre comme un facilitateur de travail. L'IA, c'est un moyen, c'est pas un but. Je veux dire, à partir du moment où on est capable de se servir de ces outils pour simplifier la tâche, pour aller plus vite, pour répondre. Je vois, nous, par exemple, pour prendre des documents, puisqu'on va regarder en tant qu'association, on doit avoir son cabis, on doit avoir sa responsabilité civile, on doit avoir là. Il est tellement facile pour l'IA de les faire lire et de les intégrer directement, ça va 10 fois plus vite. On n'a pas besoin d'être au contrôle. Ça, c'est un point très important. Maintenant, l'IA va pas répondre à toutes les problématiques. Et justement, l'importance d'avoir un conseiller externe pour vous expliquer, c'est là, parce que l'IA va pas poser toutes les bonnes questions. L'IA reçoit. Ça augmente le conseiller. Maintenant, bien sûr. Et c'est un moyen d'action pour aller plus vite, pour travailler mieux, pour travailler de belle manière. David ? L'IA, très simple, c'est un outil. Ça pourrait un jour être votre employé. Moi, j'avais dit, il y a 10 ans, je disais, écoutez, peut-être que le président de l'Anacofi de dans 20 ans, il aura des membres entreprises avec un patron, un robot. Bah, vous voyez, on s'en rapproche. Mais il restera juridiquement un outil de l'entreprise. Donc, il est en revanche une révolution comme on n'en a connu qu'une seule. Pour moi, c'était Word et Excel, l'entrée de Word et Excel dans les entreprises, qui a tout révolutionné, qui a fait licencier plein de gens, parce que ça faisait gagner du temps. Le patron, maintenant, tape sa lettre. Un patron, il y a 35 ans, qui tapait lui-même sa lettre. Enfin, ça paraissait... Il y a 50 ans, c'est encore plus inimaginable, alors que son français était meilleur que celui d'un patron d'aujourd'hui. Mais c'était pas imaginable. Et pourtant... ils l'ont fait et ils ont licencié tous ceux qui allaient avec ça. Donc c'est une vraie révolution en termes de ce que ça va faire dans les entreprises et ce que ça a déjà fait. Savoir prompter ou pas prompter, savoir ce que font les IA, c'est important. Par contre, mise en garde majeure.
majeur. Une IA, c'est donc un outil. Un outil, vous devez en connaître le fonctionnement, vous en êtes responsable quand vous l'utilisez. Et puisqu'en France et en Europe, nous avons RGPD, vous êtes responsable de ce que cet outil fait des données, entre autres choses. Et vous êtes responsable de connaître les contrats et toutes les conditions de fonctionnement de ce bazar. Et j'entends trop de professionnels qui utilisent des IA et qui ont réfléchi à rien du tout, y compris quand leur contenu est dû à un autre acteur qui leur a acheté leur travail, et ils vont rentrer tout ça dans une IA pour le livrer. Mais si l'IA a piqué ça, ne serait-ce que même contractuellement par rapport à celui qui leur a acheté, ça pose une question. Voilà. Pour le reste, moi je pense que l'IA va pouvoir aller très très loin, mais un humain ne répondra pas à tout à une IA, en tout cas pas l'humain d'aujourd'hui. Et là, je redis ce que j'avais dit il y a quelques années. Peut-être que dans 20 ans, l'humain s'en fichera et parlera à un avatar derrière lequel il y aura une IA, sans aucun problème, et il lui racontera sa vie, sa vie amoureuse, donc la succession et la mort de son père, du coup son besoin d'avoir un conseiller qui lui-même sera un avatar. On a déjà vu quelqu'un se marier avec un robot ailleurs qu'en France. Bon, eh ben on verra à ce moment-là. Et notre association, on aura peut-être même des patrons robots représentés par un humain ou un robot, oui, bien sûr. Vous avez un pays dans lequel il y a un ministre qui est une IA, je vous rappelle. Oui. Aujourd'hui. Le tout, c'est est-ce que l'IA est capable d'aller... Je vois une chose très simple. Quand quelqu'un fait un crédit, il s'endette sur 25 ans. On voit à chaque fois, si vous n'avez pas un interlocuteur en face qui lui explique de quelle manière... Et la personne qui fait son crédit, qui l'emprunte sur 25 ans, il ne dort jamais la nuit où il a fait son crédit. Et je veux dire, l'IA, à l'heure actuelle, n'est pas encore prête à donner dire, bah, écoutez, voilà, on a tout organisé, on a tout prévu, on a tout fait, et peut-être que ça viendra, tu as raison, peut-être que plus tard, l'IA dira, bah, écoutez, asseyez-vous là, je vais vous là. Mais effectivement, là, le contact humain avec quelque chose, on s'aperçoit toujours quand on a un couple, par exemple, en face, qui va décider de quelle manière, à qui. Quand vous avez l'IA, je ne sais pas si elle est encore capable de voir là. Elle viendra certainement, parce qu'on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en Chine et autres. Mais néanmoins, on a encore l'aspect de se dire, on sait encore quelque chose, et on est capable de maîtriser quand même. Par contre, comme outil, c'est fantastique. Alors Guy ? Oui, l'IA, c'est bien sûr un outil. Et comme tous les nouveaux outils très puissants, comme les voitures de sport hyper puissantes et tout, quand un nouveau outil arrive, il y a beaucoup de dangers. Alors, tout le futur, je suis d'accord. Mais le danger, ce qu'a dit David, c'est par rapport à la réglementation RGPD, c'est extrêmement risqué pour des gens qui s'y lancent sans réfléchir. Pas attention. Et ça, c'est quelque chose que nos associations vont devoir, dans les modules 1, dans tous les modules, expliciter. Il faudrait presque un permis de conduire IA pour les métiers dangereux. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau grand débat 2025. Merci. À vous remercier et à vous dire à la prochaine émission. À très vite.